Bonjour et bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu en ce vendredi 15 décembre, dernier jour d'une semaine qui a à nouveau été très chargée en termes d'actualité, actualité régionale, nationale et même internationale. On va donc interroger le PTB. Le PTB, c'est le parti qui a le vent en poupe. Tout semble lui réussir, même la contestation à laquelle parfois il se greffe. Mais concrètement, quelles sont les propositions de la gauche radicale alors que la Belgique vient de boucler son budget pour l'année à venir? Eh bien, on accueille Sophie Merckx, chef de groupe PTB, à la Chambre. Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu. Vous êtes prête? On va ensemble passer en revue toute une série d'actualités. La première, vous avez vous-même tenu à ce qu'on l'évoque. Bruxelles, capitale européenne cette semaine. Et c'est ici d'ailleurs que mardi se sont donné rendez-vous les syndicats de plusieurs pays. Ils ont déambulé dans la ville. Ils ont martelé leur message. Non à l'austérité. Cette austérité qui, selon beaucoup, est décidée ici à Bruxelles par les institutions européennes. Je vous propose d'écouter quelques manifestants, des syndicalistes. Ils ne sont pas belges et ils sont venus jusqu'ici, on les rencontre. Les travailleurs européens ne veulent pas un retour à l'austérité. On veut des investissements publics qui soient liés à des conditionnalités sociales. On veut un welfare social qui continue à être très fort. Et on veut surtout que des conventions collectives très fortes, surtout dans les secteurs plus précaires. On regarde déjà ce qu'on fait et à ce qu'on mange. Mais là, il faudra peut-être regarder à se chauffer, à se déplacer. On n'y arrive plus. Le fait est que nous travaillons beaucoup pour gagner peu. Ça devient très difficile pour tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné par la santé. On ferme des lits, on dérembourse des médicaments. Il y a pénurie de médicaments à l'échelle européenne, y compris pour des chimiothérapies. C'est la santé des gens qui est en cause là. On parle vraiment sérieusement c'est très grave ce qui se passe. Voilà, Sophie Merckx, aujourd'hui, l'Europe menace nos soins de santé ou c'est un peu une caricature, voire un cliché qu'on relaie? Non, aujourd'hui, en fait, les ministres des différents pays membres sont en discussion pour définir les nouvelles règles budgétaires imposées aux États membres. Et donc là, c'est vrai que ce qui est sur la table nous fait peur. Ça évoque une nouvelle possible austérité, comme les syndicalistes l'ont dit, qui sont venus de l'Europe entière. Et une des règles qui est sur la table, c'est qu'il y aurait une limite aux dépenses publiques qu'un pays peut faire. Ça veut dire que, par exemple, on décide d'investir dans les soins de santé, on décide d'investir dans nos écoles, etc., dans nos services publics. L'Europe pourrait nous dire « Ah non, vous donnez trop d'argent à vos services publics » et on met une limite stricte. Et donc, c'est sûr que ça, voilà, les coupes dans les services publics, justement, on les a connues sous les efforts budgétaires, on les a faits pour atteindre la norme de Maastricht. On a vu ce qu'a donné. Parce que ça a donné, c'est une monnaie unique, commune et des possibilités de se renforcer et de tenir ensemble. Il y a eu aussi un sous-financement de beaucoup de services publics. Et ça, on a vu, par exemple, au moment de la crise du Covid, alors qu'on est dans une des régions les plus riches, finalement, de l'Europe, mais on a vu que les hôpitaux étaient complètement débordés. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu beaucoup d'économies les années d'avant, justement. Et donc, nous, on veut vraiment pas que cela recommence. Mais je voudrais quand même comprendre le point de vue du PTB. C'est l'Europe qui le décide ou bien ce sont les États qui, quelque part, confie à l'Europe de fixer des règles et donc quelque part de jouer un peu le mauvais rôle. Au départ, que ce soit la Commission dont chaque État compte un représentant, au sein de laquelle chaque État compte un représentant, ou au Conseil européen des ministres, eh bien, ce sont les gouvernements nationaux qui portent la parole nationale. On sait tous que l'Europe, à la base, elle est une union économique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce sont les pays forts, comme l'Allemagne, par exemple, qui vont donner le ton. Qui vont donner le ton aussi aujourd'hui pour demander plus d'austérité, plus d'économie. Qu'est-ce qu'on voit à un pays comme la Belgique? On est un petit pays, mais finalement, notre ministre des Finances, il ne prend pas position. Et donc, ce que nous, on dit, c'est que qui ne dit mot consent, ça veut dire soit aussi avec la Belgique, on peut porter un message de la part de la Belgique pour dire non, on ne veut pas de ces règles-là, on veut pouvoir investir et continuer à investir dans nos services publics et de l'argent, on peut aller en chercher. Alors, on verra vos propositions pour trouver de l'argent. Mais voilà. Si ça creuse les déficits à un point tel que, on l'a vu avec des pays notamment européens comme la Grèce, qu'à un moment donné, les banques ne suivent plus et ne permettent plus à l'État de s'endetter éternellement, là, on pourrait avoir un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour simplement contrôler les déficits? Après, on verra comment remplir
remplir les caisses, mais pour contrôler les dépenses. Au nom de contrôler les déficits, on a coupé dans les services publics, entre autres. On a demandé aux gens de travailler plus longtemps, par exemple, parce qu'on a dit que les pensions n'étaient pas payables, entre autres. Et aujourd'hui encore, ici en Belgique, on avait dit qu'on allait remettre l'âge de la pension à 65 ans. Le PS avait dit ça. On continue à travailler jusqu'à 67 ans. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire ça de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment un premier problème. Maintenant, nous aussi, le PTB, on est pour qu'il y ait un équilibre budgétaire dans un État. Mais à ce moment-là, on peut aller chercher de l'argent là où il y en a et pas toujours faire payer les mêmes. Et donc là, on pourrait regarder dans les surprofits, par exemple. Ça a été fait un petit peu, effectivement. Durant ce gouvernement, on a taxé un tout petit peu les surprofits d'Engie, mais on a arrêté directement. Aujourd'hui, on pourrait taxer les surprofits dans les banques, par exemple, dans le secteur énergétique qui est encore en train de faire d'énormes profits. Donc ça, ce sont des solutions qu'on a. On a bien sûr aussi l'idée de la taxation du patrimoine ou taxer les millionnaires. Bon, ça, ce sont des choses qu'on défend vraiment et qu'on propose de non seulement l'appliquer au niveau européen, mais aussi au niveau belge. On va prendre le temps de voir ça à l'échelle belge, mais sur le plan européen, il y a d'autres partis marxistes dans l'Union européenne. Vous avez des contacts avec d'autres? Est-ce que vous essayez de développer une espèce de front commun marxiste, je dirais, avec d'autres pays, ou vous êtes un parti qui est belgo-centré, entre guillemets, puisqu'on parle ici de l'Union? Non, nous avons effectivement notre député européen Marc Botenga qui est au sein du groupe de Left. Donc ce sont des partis qui n'ont pas les mêmes points de vue, mais on se retrouve par exemple sur le plan socio-économique sur énormément de choses. Il y a des partis marxistes ou pas marxistes dedans, mais de la gauche radicale effectivement, et c'est avec eux qu'on se mobilise. Par exemple, au moment qu'il y avait la crise du Covid, nous avons fait une grande campagne tous ensemble pour libérer les brevets sur le vaccin du Covid. Donc on a fait une grosse pétition européenne ensemble avec tous ces autres partis. Nous, donc on travaille vraiment ensemble. Et effectivement, mardi, on s'est retrouvés avec tous nos amis aussi syndicalistes venus de l'Europe entière. On entretient de très bons contacts avec, par exemple, la CGT aussi. Alors, on va y venir au budget belge. Il est discuté ces jours-ci au Parlement. Vous êtes chef de groupe à la Chambre. On a déjà eu un certain nombre d'éléments de réponse. Vous nous les avez donnés. Il faut plus de taxes. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Alors, j'ai quand même, moi, donné quelques éléments que j'ai. Une hausse de la taxe Caïman, une hausse des accises sur le tabac, une taxe bancaire, on parle chaque fois de plusieurs millions, un dividende plus important réclamé à Belfius. Vous pouvez quand même reconnaître que dans le budget de l'équipe de Croo, il y a quelques points qui sont marqués par la gauche, même si ce n'est pas la gauche radicale? Non, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, au niveau des banques, prenons cet exemple-là. Donc, les 4 banques belges, ils ont fait 6 milliards d'euros de bénéfices l'année passée et les prévisions sont de 8 milliards pour cette année-ci. Ça, ce sont les prévisions. Et finalement, on va aller taxer 150 millions là-dessus. Donc, c'est vraiment, ça a été la grosse déception, alors qu'au moment des négociations, on nous avait dit, oui, on va aller chercher de l'argent chez les banques, et non seulement ils sont très, très peu taxés, mais en plus, il n'y a aucune contrainte qui est donnée par rapport au taux d'épargne. Donc, quand les gens mettent leur argent sur un carnet d'épargne, en Belgique, on a très, très peu de retours par rapport à ça. Et là aussi, on voit que le gouvernement ne prend aucune mesure contraignante vis-à-vis des banques. Par exemple, les bons d'État, ça a très bien fonctionné. Certaines banques ont réagi. On annonce une deuxième volée de bons d'État. Vous faites la moue, mais ce n'est pas votre tasse de thé. Oui, le bon d'État a vraiment montré quelque chose, c'est que les gens n'ont plus confiance dans les banques et donc ils ont plutôt préféré ceux qui en avaient un peu d'épargne de le mettre dans le bon d'État. Mais le but était de faire bouger les banques. Finalement, vous pouvez aller regarder, c'est aller de 0,4 à 0,5%, ce qu'on peut toucher. Donc, ça reste vraiment très insuffisant. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Financité a encore fait une sortie cette semaine aussi pour dire que les banques belges, vraiment, ils devraient donner plus d'argent sur les comptes d'épargne des épargnants. 50 millions quand même par la hausse des accises sur le tabac. Que pense celle qui a débuté sa carrière dans le milieu médical, qui est aujourd'hui députée et que vous êtes, Sophie Merckx? Voilà, augmenter les accises sur le tabac, un bon moyen de renflouer les caisses de l'État, de décourager les gens de fumer, ou au contraire, finalement, ça rapporte quand même un peu d'argent? Oui, il y a une certaine efficacité, bien sûr, d'augmenter les accises sur le tabac, d'augmenter le prix du paquet de cigarettes, et comme ça, les gens vont peut-être moins fumer. Mais d'un autre côté, bon, voilà, moi, je suis quand même plus pour une approche préventive par rapport au tabac. Donc, c'est-à-dire
c'est-à-dire, oui, voilà, aujourd'hui, si vous voulez arrêter de fumer, vous voulez aller voir un tabacologue, ben, ça coûte de l'argent. Voilà, donc il faut vraiment investir plus dans la prévention, je pense, à ce niveau-là, que vraiment aller vers de la répression. Et finalement, oui, on pénalise financièrement voilà, les personnes qui sont parfois déjà dans des situations précaires. Pays ont explosé à un moment les impositions, donc on va dire les prélèvements sur les paquets de cigarettes, sur le tabac, pour décourager les gens, et notamment les jeunes, de fumer. Est-ce que si c'est dans un objectif santé, vous y croyez, ce sera efficace ou Moi, pas? je pense que la santé a beaucoup été utilisée comme excuse pour finalement prélever plus de taxes. Donc, on nous a parlé, avant, les salaires étaient indexés complètement. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'index santé. On y a enlevé certains produits, soi-disant pour la santé. Mais bon, soyons de bon compte, c'est aussi pour avoir plus d'argent dans les caisses de l'État, tout simplement. Donc, on nous a enlevé, par exemple, aussi tout ce qui est... on veut punir, donc, tout ce qui est carburant fossile. Donc, donc on prélève beaucoup d'accise sur les diesels, finalement, pour l'écologie. Mais finalement, c'est qui paye? Ben, c'est quand même le travailleur qui a besoin de sa voiture pour aller au travail, alors que la solution, c'est quoi? Ben, c'est d'aller investir massivement dans le transport en commun. Moi, tous les jours, je dois venir de Charleroi à Bruxelles. Ben, en voiture, c'est la catastrophe, mais en train, franchement, c'est aussi vraiment la catastrophe. Donc, on a plus d'1 heure de trajet, on ne compte pas les retards, les annulations. Donc là aussi, encore une fois, le sous-investissement dans le service public qu'on paye. Toujours dans le budget, la hausse de la taxe Caïman, cette idée qu'on va essayer de décourager la fraude fiscale, l'argent placé à l'étranger. Mais finalement, ça ne rapporte pas autant qu'on pourrait le croire. Est-ce que ça ne montre pas aussi, à un moment donné, les limites du principe de la taxation? Est-ce que ce n'est pas plus rentable pour un État d'essayer de garder cet argent sur son territoire et de l'amener à être dépensé? Mais ça demande une autre approche, finalement, de la dépense et de l'épargne. C'est toujours l'excuse qu'on a. Mais bien sûr, chaque fois qu'on va mettre une taxe, il y en a qui doivent être imposés, qui vont essayer d'échapper à la taxe. Ce qui est fondamentalement injuste, c'est qu'on voit qu'effectivement, on va essayer, par exemple, de mettre la taxe Caïman. Et puis, comme ce sont des sociétés financières, etc., eux, ils ont tous les techniques comptables pour, du coup, contourner. Alors que quand on va mettre une taxe pour les gens, voilà. Moi, si j'ai une voiture qui roule au diesel et qu'on augmente les accises sur le diesel, je n'ai pas de moyens d'échapper à ça. Donc maintenant, tout ce qui est vraiment taxation du patrimoine quand même, je pense qu'en Belgique, c'est quelque chose, une porte qu'on n'a toujours pas ouverte. Donc, quand on... Ce qu'on vous répondra dans ces cas-là, c'est que le patrimoine est déjà taxé, parce que notamment on paye, on va dire, entre 12 et 13% à l'achat d'un bien immobilier, que beaucoup de personnes qui ont un gros patrimoine sont en société, donc payent l'ISOC, l'impôt des sociétés. Vous répondez quoi à ceux qui vous disent ça? Non, c'est qu'en Belgique est taxé le patrimoine du petit peuple, je dirais, de la maison, de l'héritage, effectivement. Donc là, on a... Mais le gros patrimoine, celui des ultra riches, celui-là, il n'est pas taxé. Et c'est là qu'est le problème. C'est que chaque fois, effectivement, qu'on va mettre une taxe, c'est finalement les petites gens qui vont effectivement payer, par exemple, le cadastre, etc. Donc là, oui, vraiment, on a des taxes sur les capitales. Le cadastre, il est annuel, tout le monde le paye chaque année, entreprise ou particulier. Oui, mais voilà... Quand on regarde l'ISOC, par exemple, quand vous dites l'impôt des sociétés, oui, il est élevé en théorie. Et une PME, oui, pour une PME, ça va être élevé. Mais les grosses multinationales, il est là le problème. Eux, on voit chaque année des statistiques sortir, GSK va payer 2% d'impôt, alors que l'ISOC, normalement, l'impôt des sociétés est de 25% en théorie. Donc c'est ça qui est vraiment injuste, et c'est ça que nous disons qu'il faut vraiment s'y attaquer. Il y a un jeu dans cette émission, et vous le connaissez, ce sont les questions du public. Quand je dis c'est un jeu, en tout cas, vous ne pouvez pas passer à côté. Et c'est Aline Walsdorf qui relaie ces questions. Vous les avez posées via Facebook. Aline Walsdorf, beaucoup de questions pour la chef de groupe PTB, notamment cette semaine. Oui, il y a eu pas mal d'échanges entre différents internautes, par exemple entre Didier et Fabiano. Didier qui vous apprécie apparemment beaucoup. Il vous qualifie de femme politique honnête et souligne que vous n'avez pas peur de dire des vérités. Et Didier conclut en disant qu'il a hâte de voter pour vous en 2024. Mais Fabiano lui répond que le PTB ne sera jamais dans un gouvernement sans abandonner certaines de ses revendications. Et donc le PTB ne sera jamais dans un gouvernement. On a également Faisal qui pose la même question et assez directement. Pourquoi votre parti refuse de rejoindre d'autres lorsqu'il s'agit de faire des coalitions? Et beaucoup d'internautes soulignent par ailleurs que le PTB est un parti extrémiste. Pour certains, comme Dominique, on devrait appliquer le cordon sanitaire au PTB, comme on le fait pour l'extrême droite. Et finalement, François s'inquiète du parti communiste que vous êtes. Ils vont voler les indépendants, nous dit-il. Et Charles, un habitué de Facebook, évoque Cuba et demande si vous avez le projet de modeler la Belgique comme ce pays.
Voilà, Sophie Merckx, beaucoup de questions. Je voudrais quand même qu'on commence par l'échange entre Didier et Fabiano, le PTB au gouvernement. Vous reconnaissez qu'il y a une frange, entre guillemets, participationniste, comme il y a eu ce débat à l'intérieur d'écolo à une époque, comme il y a parfois ça dans d'autres partis. Il y a des gens qui maintenant disent on doit aller. Est-ce que c'est un retour que vous avez quand vous faites du terrain vous êtes élu dans le Hainaut, hein, merci d'ailleurs d'être à Bruxelles pour BX1, mais vous avez ce retour de gens qui vous disent voter PTB, c'est voter pour l'opposition? Je pense que c'est normal, bien sûr, que les gens qui nous voient, qui nous soutiennent dans nos revendications, veulent qu'on accède au pouvoir et qu'on puisse vraiment exécuter ces mesures-là. Donc ça, vous le dites, il y a des gens qui vous interpellent là-dessus dans votre public? Oui, bien dans sûr. Vos militants aussi? Mais le problème en Belgique, c'est qu'il faut toujours faire des coalitions avec les autres partis. À moins d'avoir la majorité absolue. Et donc là, on est face effectivement aux partis traditionnels qui sont au pouvoir depuis 30-40 ans, qui ont eu l'habitude de faire ce qu'on fait tout le temps, faire payer les gens, par exemple, quand il s'agit d'un moment de crise. Et donc nous, c'est vrai qu'on veut vraiment venir avec un programme de rupture. Le choix pour le PTB en 2024, ça va être le choix de la rupture. Et on ne sent pas chez les autres partis cette volonté de rupture. Et donc ce qu'on dit aux gens aussi, c'est que bien sûr, on veut aller au pouvoir. C'est pas qu'on veut pas faire de compromis, on veut pas faire de compromission, on veut pas vite aller au pouvoir pour dire A et puis finalement faire B. Hein, le PS, par exemple, mais vous reconnaissez que pour monter au pouvoir, en Belgique, comme dans d'autres pays d'ailleurs, dans un système de coalition, un système proportionnel, il faut faire des compromis. Vous êtes prêt sur le principe à en faire ? Oui, on est prêt à faire des compromis. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'on pense que ce sera compliqué. Et ce qu'on veut dire aussi aux gens, c'est qu'à partir de l'opposition, on peut aussi vraiment aboutir et avoir des victoires. Quand on est au Parlement et quand on est dans la rue, par exemple, je vous parlais de la TVA sur l'énergie, et elle était à 21%. Nous avons lutté pour ça pendant des années. On a eu 300 000 signatures et finalement, nous l'avons obtenu. Par exemple, moi, j'ai dénoncé personnellement les surpensions qu'il y avait à la Chambre des représentants, donc des députés qui avaient des pensions. Vous avez toujours une pétition qui tourne là-dessus, vous la maintenez, malgré un procès ? Mais surtout, ce qui est important, c'est que les députés avaient fait un système. Ils pouvaient toucher jusqu'à 120% du plafond légal, c'est-à-dire jusqu'à 9 000 € de pension brute. Nous, on a fait en sorte, et on a voté ça il y a quelques semaines, c'est fini ce système-là. On n'a plus que des députés qui sont à la même enseigne que tout fonctionnaire dans ce pays-là, 100% et pas plus du plafond maximal légal. Dans les questions du public, je vous suis, mais on avance vraiment dans l'émission. Dans les questions du public, le caractère communiste du PTB. Alors vous me disiez, quand on discutait, moi je suis marxiste, vous comprenez quand même, quand on parle de Cuba, quand on parle de la Chine, quand on parle de régime totalitaire, sans liberté de la presse, sans véritable liberté de circulation, vous comprenez que ça fasse peur à une frange modérée, même de la gauche? Oui, mais on n'a rien à voir avec tous ces pays que vous venez de dire. Donc nous, et ça nous l'avons déjà dit souvent, on n'a pas un exemple précis. Mais nous, ce qu'on est, c'est un parti marxiste. Ça veut dire que Marx, à un certain moment, il a décrit la société et il a dit, ce sont finalement ceux qui détiennent le capital qui ont tout à dire par rapport à ceux qui font la richesse, ceux qui travaillent tous les jours. Par exemple dans les entreprises où ceux-là n'ont pas la richesse dans ce pays. Et ces inégalités, les crises économiques qu'il a décrites sont toujours d'actualité. Et donc, nous, on se base toujours sur cette théorie et on se base sur le marxisme, sur le fait qu'il faut une répartition de la richesse. On retourne vers les questions du public, oui. Sophie Merckx, parce qu'à Aline Walsdorf, il y a une question justement qui concerne le positionnement du PTB sur le port du voile, l'islam politique et le Hamas. Vous allez nous la lire. Oui, ici on a une question de Frédéric. Pourquoi soutenez-vous le Hamas, le voile et donc indirectement l'islam politique, alors qu'historiquement les partis progressistes étaient plutôt laïques? Et finalement, que pensez-vous des curés payés par l'État alors que cette fonction est interdite aux femmes en violation flagrante du droit du travail? Sophie Merckx, vous citiez Karl Marx, il disait des religions que c'était l'opium du peuple. Là-dessus, il y a eu une évolution dans votre parti. Aujourd'hui, votre parti plaide notamment à Anderlecht pour qu'on puisse afficher des signes religieux quand on est un agent de l'État. Oui, mais moi, je suis quand même un peu choquée de dire Hamas, voile, islam politique, et on fait un amalgame de toutes ces choses-là. Donc, déjà, le PTB n'a jamais soutenu la Hamas. Et de deux, pour nous, la religion, c'est une question privée et il y a une liberté. Alors si c'est privé, pourquoi il faut pouvoir le dire au travail?
Mais parce qu'aujourd'hui, c'est une discrimination pour beaucoup de femmes qui veulent accéder au travail. Moi, je ne comprends pas que je peux aller faire mes courses au Ikea Anderlecht. Il y a une dame qui va me servir là-bas, qui a un foulard sur la tête et que ça pose un problème que cette personne-là va me donner une composition de ménage quand je vais à la commune d'Anderlecht. Donc, est-ce que les femmes qui portent un voile ne sont pas capables de faire ça? Pour moi, ce n'est pas un signe de l'islam politique. C'est quelque chose qu'elle a décidé de mettre sur sa tête. Ce qui est important, c'est que la personne, dans l'exercice de sa fonction, bien sûr, ne fasse pas la propagande voilà, par rapport à l'islam ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas de la propagande d'afficher une religion pour vous? Ben, moi, je pense que porter un foulard sur la tête, ce n'est pas une propagande. C'est un code vestimentaire et aujourd'hui, il n'y a que les femmes qui sont victimes de cette discrimination. Donc, on va aussi regarder la taille de la barbe pour voir si quelqu'un peut être... Pour être complet dans la réponse aux téléspectateurs, il dit, mais regardez l'Église catholique... Mais je suis complètement d'accord avec ça. Okay. Donc, nous, on soutient une séparation entre l'Église et l'État. On est très clair là-dessus. Donc... Dans l'actualité de cette semaine, l'Union européenne qui ouvre des négociations avec l'Ukraine pour une adhésion. Vous soutenez ça? On doit intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne ou vous êtes plus prudente? Non, nous, on n'est pas très chaud pour ça. Pourquoi? La première chose, c'est que l'Ukraine est un pays qui est en guerre. Donc la première chose à faire aujourd'hui, c'est plaider pour la paix. Il s'en serait bien passé d'être en guerre. Oui, mais qu'il y ait des négociations de paix, nous ne savons pas ce qui va sortir de ces négociations-là. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on voit que finalement les critères qui sont normalement prévus, les critères de Copenhague par rapport à l'état de droit, etc., pour adhérer à l'Union européenne, ils ne sont pas du tout applicables aujourd'hui à l'Ukraine. Le fait que l'Ukraine soit aujourd'hui, vous dites en guerre, en gros envahie par un voisin, d'un État non démocratique, est-ce que quelque part ça ne devrait pas nous engager, nous les Européens, à essayer de les soutenir? Et le meilleur moyen de les soutenir, c'est qu'ils soient membres, comme ça ils pourraient avoir les fonds européens, la solidarité de défense. C'est encore la question, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on veut que l'Ukraine vienne éventuellement dans l'Union européenne, vraiment par rapport à cette union économique que nous avons, cette monnaie unique, ou est-ce qu'on est en train là aussi de jouer un jeu géopolitique finalement, parce que qui dit Europe dit peut-être OTAN, et est-ce que ça va apporter la paix là-bas, ou est-ce que pour le moment ça va justement risquer plus d'escalade dans la guerre? Et donc nous, ça nous fait plutôt peur. Une autre chose aussi, c'est que si vous mettez l'Ukraine aujourd'hui dans l'Union européenne, aujourd'hui, le salaire minimum en Ukraine, il est moins de 200 € par mois. Donc, ça peut aussi avoir des graves conséquences concernant le dumping social, qui est déjà un grave problème au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez reconnaître que si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN, elle n'aurait pas été attaquée parce que, justement, les pays qui sont membres de l'OTAN, bénéficiant de la solidarité des autres, ne se font pas attaquer? Est-ce que vous pouvez le reconnaître, oui ou non? Il nous reste 10 secondes. Si on met Paris en bouteille, donc, je veux dire, une des choses était que, normalement, il y avait des accords qui avaient été pris, que l'OTAN allait justement pas élargir vers... mais ce sont des pays qui ont demandé à adhérer à l'OTAN. Oui, mais ce sont aussi des équilibres géostratégiques. Ça faisait partie des accords que l'OTAN, justement, n'allait pas élargir vers là. Et c'est ce que l'OTAN a fait. Donc, à ce niveau-là, nous, on pense que ce n'est pas une bonne idée. Dernière question en quelques secondes. Si le PTB a la main, imaginons qu'il soit premier après les élections, vous êtes prête à mener des négociations pour votre parti? Oui, non? Notamment à Bruxelles, il paraît que ça pourrait se produire. Oui, bien sûr, on sera prêt à prendre la main pour des possibles négociations. Et comme je l'ai dit, par rapport à la question du pouvoir, un des objectifs vraiment pour le PTB que nous pensons vraiment atteindre l'année prochaine, c'est de vraiment peser dans les majorités communales. Je pense à des communes comme Molenbeek, comme Saint-Gilles, comme Forêt, où nous sommes déjà forts. Donc ça, vraiment, on espère voir des échevins et des bourgmestres PTB. Merci Sophie Merckx d'être revenue sur le plateau de Plus d'Actu. Ce soir, le journal vous est présenté par Valérie Leclerc. Belle fin de semaine.